Très bien, nous venons donc de terminer le niveau. C'est ici le troisième niveau. Nous passons au quatrième, le niveau 3. On a commencé à 0, ce qui fait une équipe de 1 à 4 employés. Le thème, c'est la stabilisation. L'effectif est de 1 à 4 personnes et vous devenez maintenant formateur avec désormais 4 personnes. Elles ne savent pas ce qu'elles font et vous devez les former. Pour la structure de leadership, c'est votre première équipe d'employés à temps plein. Votre première petite équipe, c'est vous et vos 3 ou 4 personnes et vous vous dites « Ok, on se lance à peine, non ?» Voyez la chute massive par rapport à avant. Le nombre d'entreprises avec au moins un employé à plein temps est de 24%. Rappelez-vous, 9% des gens ont une entreprise générant $1. Réduisez cela de 25%. Donc, 1 sur 4 parmi eux, soit 1 sur 11, possède un autre employé. Avec un seul employé, vous êtes déjà dans le haut du classement. Et je dis cela simplement pour vous encourager, pour vous dire que vous n'êtes pas aussi en retard que vous le pensez. Et même s'il y a Gap, vous savez, Gapple, il y a Apple, Google, Tesla et certaines de ces entreprises géantes, il y en a très peu. Il y en a 7 en ce moment qui sont les 7 magnifiques sur 30 millions d'entreprises. Donc, je dis que vous faites probablement mieux que ce que vous pensez. Très bien. Donc, cela étant dit, lançons le sujet du produit au niveau stabilisé avec Leila. Le produit, ce sont donc les biens, services ou résultats fournis. Mais la contrainte actuelle, c'est que le volume crée des failles. D'accord. Et ensuite, vous n'avez plus le temps de corriger tout ce qui ne va pas. D'accord. Donc, pour passer à l'étape suivante, vous devez corriger ce dont ils se plaignent le plus ou créer le taux d'activation le plus élevé. D'accord. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ce que vous voulez faire, c'est regarder votre liste de retour de votre dernier état. Vous étiez en train de lister toutes les frictions et les coûts cachés. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est prioriser les corrections possibles en fonction du retour sur investissement. D'accord? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie sur quoi allez-vous obtenir le meilleur retour si vous le corrigez. D'accord? C'est en fait la stratégie d'entreprise. On place nos ressources, c'est-à-dire notre temps, notre argent et nos équipes, vers ce qui va nous rapporter le plus. Quel impact cela aura-t-il sur le produit? Quel investissement en temps et ressources? Quelles sont les probabilités? Ça ressemble à l'équation de la valeur, non? Ce que nous cherchons à identifier, c'est ce qui, une fois corrigé, crée le plus de valeur pour l'entreprise et donc, indirectement, pour le client. Donc, ce que nous allons donc faire, c'est prendre cette liste et la classifier de force en utilisant ce framework, n'est-ce pas? Dans cet ordre. Si vous n'êtes pas sûr, voyez les choses ainsi. Pourquoi annulent-ils ou partent-ils? Quelle est la principale raison pour laquelle ils annulent ou partent? Et cette chose peut être numéro 1. Donc, si vous voulez aller droit au but, le roi et la valeur, aucune idée. Cool. Pourquoi partent-ils? Corrigeons cela, n'est-ce pas? Donc, si par exemple des gens partent parce qu'ils disent que vous êtes trop lent à répondre, nous devons trouver un moyen d'accélérer les réponses, n'est-ce pas? C'est l'outil qu'il vous faut pour votre visibilité. Ou vous engagez quelqu'un. Ou vous engagez quelqu'un, et voilà le truc. À plus long terme, nous allons procéder à une ingénierie inverse de l'activation. Activation. C'est le moment où l'utilisateur reçoit de la valeur ou interagit avec le produit et le service pour en profiter. Par exemple, pour le lancement d'une salle de sport, l'activation correspondrait au moment précis où l'on commence à en tirer un réel profit. C'était quand quelqu'un avait son premier appel avec un entraîneur et donc leur activation correspondait à la première fois qu'ils en tiraient profit. La première fois qu'ils interagissent avec le produit, c'est lors de leur premier appel avec un coach de notre équipe. Pour l'activation, considérez 2 points. D'abord, les événements qui surviennent et ensuite, les comportements adoptés. Examinez ces 2 aspects. Pour nous, si un client réalise une vente dès sa première semaine grâce au prospect généré, cela constitue une activation majeure. Il est alors très probable qu'il reste fidèle et continue de payer. Côté expérience, quelles sont les actions concrètes qui permettent d'obtenir ce résultat? Les personnes qui font l'appel avec le premier coach pour être accompagnées jusqu'à leur première vente et apprendre comment gérer les prospects montrent un indicateur précoce de leur succès pour réaliser une vente. Donc, vous pouvez aborder la question de l'activation en la divisant selon ces 2 aspects. Alors, à quoi ça ressemble? Voici ce cadre que nous appelons le cadre RICE. Portée, impact, confiance, coût. D'accord. Donc, ici en haut, on a des éléments avec un fort impact, mais un investissement très coûteux. En dessous, ce sont des choses qui ont peu d'impact malgré un coût élevé. On peut dire que ça ne nous rapporte pas grand-chose au final. Elles coûtent aussi cher. C'est dommage. Voici des solutions à fort impact mais peu coûteuses. On aime ce genre de choses. Ce qui coûte peu d'argent, de temps ou de ressources, mais génère beaucoup de valeur pour nos clients et notre produit. Et en dessous, les éléments à faible impact et investissement sont comme des petits coups de chance. Le coin supérieur gauche est le plus important. Il faut faire mieux, pas plus.
OK? Donc, on veut faire mieux avec le coin supérieur gauche, pas en faire plus. L'évidence est de réaliser toutes les actions qui ont un grand impact et demandent peu d'investissement. Cela semble évident. Et le fait est que, justement parce que c'est si évident, la plupart du temps, les gens l'ont déjà fait. Cette case est souvent déjà cochée. Si un élément y apparaît, traitez-le en priorité. Si vous avez déjà épuisé toutes les solutions simples à fort impact, il ne vous reste désormais plus que celle-ci. Et donc, voici le problème. Parfois, vous adorez refaire le design de votre site web, mais cela ne sert absolument à rien. Et donc, beaucoup d'entrepreneurs restent coincés ici, ou se contentent de faire des tâches de niveau B- ou C+. C'est juste des choses à faire, mais ça ne va pas vraiment changer la donne. Puisqu'ils peuvent le faire très vite, ils obtiennent un retour immédiat. Avec 6 tâches aujourd'hui, ils cherchent quelques succès rapides pour prendre de l'élan, sans jamais atteindre la grande victoire. Et donc, pendant des semaines et des mois, ils ne font jamais rien de vraiment substantiel. Les meilleurs entrepreneurs que je connaisse et les leviers à fort impact pour faire croître nos entreprises reposent sur une priorité impitoyable. Nous avons désormais 3 éléments clés dans cette catégorie à fort impact. Parmi ces 3 choses, laquelle aura l'impact le plus important que nous puissions avoir? Et tu sais quoi? C'est un problème épineux. Il y a beaucoup de variables qui y sont liées. Cela concerne généralement 2 ou 3 départements. Mais si vous voulez vraiment vous démarquer des autres entreprises de votre secteur, ces gros problèmes épineux représentent une réelle opportunité. J'aime donc me donner une étiquette de valeur en me demandant, si je résous ce gros problème, combien est-ce que je gagne? Car si nous réduisons le taux de désabonnement de moitié d'une manière vraiment significative, on pense que c'est un indicateur fort, que ça va arriver. Je pourrais gagner 20 millions de dollars. Tout à coup, je me dirais, tu sais quoi? Ça vaut le coup en fait. Cela met en perspective l'effort que je dois fournir par rapport à ce que je vais en retirer. Travailler dans le vide est décourageant car on se dit qu'il faut travailler dur, sans fin pour un jour y arriver. Mais quantifier ce qu'on peut obtenir comme valoriser l'entreprise ou les profits a un impact vraiment énorme, en tout cas sur ma motivation. À ce stade, tu n'as pas tant de ressources que ça. L'idée est donc vraiment de viser moins d'actions, mais des victoires bien plus grandes. C'est le message principal ici. Avec une grande équipe, tu peux déléguer les tâches simples à fort ou faible impact. Mais pour l'instant, tu es encore tout seul ou presque. On vise le meilleur retour sur investissement. Au début, avec un seul produit, impossible de tout corriger. On a donc ciblé les plaintes majeures. Maintenant, place au marketing. Il faut parler de notre produit et expliquer pourquoi il est meilleur, non? Et maintenant, on est en train de stabiliser. La contrainte, c'est que les prospects n'achètent pas assez vite car ils sont plus froids qu'au début. Avant, ton réseau chaud et tes publications suffisaient pour avoir des clients, mais ce vivier est désormais épuisé. Pour passer à l'étape suivante, j'ajoute donc la fidélisation à long terme. Parce que maintenant, tout le monde est plus froid. Donc, en gros, il faut qu'on élargisse la taille de notre vivier chaud. Et pour ça, tu utilises l'email et ou le contenu. Très bien. Donc, concrètement, ce que ça donne, c'est que tu commences à mettre en place une cadence d'email. Je pense que l'idéal, c'est 3 fois par semaine segmenté. Ça, c'est vraiment l'extrême. C'est peut-être encore un peu tôt. Au minimum, envoyez un email groupé à la liste 1 fois par semaine pour montrer que vous êtes actif, restez présent et apportez de la valeur. La diapositive suivante détaille la structure de ces emails. D'accord. Mais voici les balles. Vous avez un sujet. Vous disposez d'une petite récompense immédiate pour les inciter à ouvrir le jeu. Quel que soit votre produit, il possède une valeur tactique. Ensuite, proposez un appel à l'action. Au fait, si vous voulez plus d'aide, quelque chose de personnalisé ou un plan sur mesure. Pour vous aider, nous avons un cadre de scaling personnalisé à consulter. Enfin, provoquez le clic. J'aime bien ajouter un post-scriptum qui incite les gens à cliquer. Je veux que les gens s'habituent à ouvrir mes emails et à cliquer dessus. Maintenant, après avoir vu la partie email, passons au contenu. Il s'agit d'avoir au moins une plateforme sur laquelle vous créez du contenu de façon très régulière. Très bien. Et beaucoup de gens pensent que ce contenu sert à obtenir des clients. En fait, non. Votre audience actuelle est simplement un peu froide. C'est donc plus de la fidélisation que de la génération de leads. Bien sûr, les algorithmes peuvent aussi exposer votre contenu à de nouveaux profils. C'est très bien. Mais en réalité, nous cherchons surtout à élargir votre audience au-delà du premier cercle. Voici un exemple d'email pour une fidélisation à long terme. Ceci provient de Musi Money Minute, ma newsletter. Si vous voulez la découvrir, il vous suffit de vous y inscrire. Mais pratiquement tous mes emails suivent la même structure. Ma citation préférée est « Nous remettons en question toutes nos croyances, sauf celles auxquelles nous croyons vraiment et les plus ancrées ». C'est une méthode pour briser les croyances, nécessaire pour beaucoup, que ce soit avec leur équipe ou un prospect. Il y a donc 4 étapes.
Énoncez le mythe, expliquez pourquoi c'est faux, donnez la vérité, puis prouvez-le. Le CTA dirait, si vous êtes un chef d'entreprise cherchant à croître, postulez dès maintenant à notre atelier. Et puis enfin, j'aime récompenser le clic, c'est-à-dire, eh bien, voilà. J'avais créé ce mème amusant. Les gens cliquent, rient et ils m'associent à ce rire. Génial. Voilà à quoi ça ressemble. Je ne peux évidemment pas vous expliquer comment créer du contenu en une seule vidéo. Via mon livre et ma formation Leads sur notre site, je propose un cursus complet. Axé sur la création de contenu, voici 2 cadres de travail très utiles. Ainsi, tout contenu écrit ou vidéo comporte ces 3 éléments. Une accroche captivant l'audience. Vous devez faire quelque chose qui apporte de la valeur pour les retenir. Et ensuite, récompensez-les pour qu'ils reviennent. Chaque contenu peut passer par ce cycle de très nombreuses fois. Donc, si vous pensez à cette vidéo, par exemple, l'accroche, c'est chaque introduction d'un département ou d'une fonction. C'est un peu l'accroche. Si nous faisons bien notre travail en apportant de la valeur, alors nous pouvons vous retenir. Et puis, si vous vous dites « Oh, je vais utiliser ça et le noter », alors vous en tirez la récompense et vous restez pour la suite. Maintenant, il y a 5 catégories auxquelles j'aime penser quand j'essaie de créer du contenu, parce que vous vous demandez « De quoi dois-je parler à ce stade ?» Eh bien, je regarde les histoires de ma vie. Mon passé récent, c'est par exemple la semaine dernière, mes rendez-vous et mes dernières conversations. Quel problème client ai-je vu? La vie passe chaque jour. Créez du contenu à partir d'une petite partie de celle-ci. Prenez le moment fort de votre semaine. En affaires, il s'est forcément passé quelque chose d'intéressant ces 7 derniers jours. Ensuite, parlez-en. Expliquez comment vous avez résolu un problème. C'est très précieux. Il y a le présent, c'est-à-dire ce qui vous préoccupe en ce moment. Personnellement, j'aime toujours noter rapidement mes idées en tweetant. Et quand il y a des sujets tendances, je regarde un peu ce qui se dit partout, par exemple sur les taux d'intérêt. Les gens parlent de ce nouveau changement d'algorithme sur une plateforme. Une nouvelle loi vient d'entrer en vigueur. Cela a un impact sur mon secteur. Profitez de ces tendances pour générer un nombre massif de vues très rapidement. Et enfin, il y a le contenu fabriqué où vous essayez délibérément de faire quelque chose de fou. Par exemple, j'ai vécu avec 100 $ par mois pendant 2 ans. Voilà ce qui s'est passé. Elle demande-nous le plus de travail, mais si c'est bien fait, ça apporte le plus de vues et de croissance au final. Pour structurer le contenu en général, il n'y a que 3 façons de le faire. Vous pouvez le faire sous forme de liste. Voici toutes les exigences. C'est comme une liste de contrôle. Il y a des étapes à suivre dans cet ordre. Vous savez, d'abord, vous faites l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3. C'est une séquence. Et puis, enfin, il y a les histoires. Donc, vous allez fusionner les listes, les étapes et les histoires et les entrelacer dans votre contenu. Mais ce sont les 3 structures de base du contenu que les humains consomment. Que contient cette présentation? C'est un ensemble de listes. Chaque département en est une. On ne sépare pas le produit du marketing ou le marketing de l'informatique. Ce sont toutes les choses qui doivent se produire pour avancer. Mais en termes d'étapes, tout le cadre se fait par étapes. Parce qu'on a les niveaux de l'étape 0 à 3 qui se suivent dans l'ordre. Et puis, entre-temps, Leila et moi racontons des histoires. J'ai 2 chapitres sur le contenu, vous pouvez aller les voir. On mettra sans doute un lien sous cette vidéo pour débuter ce cours. C'est ce qu'il faut faire pour réchauffer plus de prospects afin de conclure les ventes plus vite. C'est donc notre priorité marketing pour stabiliser. Donc, passons maintenant aux ventes, c'est-à-dire comment inciter les gens à payer pour vos produits. Actuellement, vous perdez du temps avec de mauvais prospects, ce qui vous empêche de parler aux bons. Pour progresser, définissez des critères de qualification, externalisez la prise de rendez-vous et la gestion du calendrier. Voilà pour la qualification. Concrètement, qualifier des prospects, c'est se demander à qui ne va-t-on pas vendre? D'accord, qu'est-ce qui est absolument nécessaire pour que quelqu'un puisse utiliser notre produit? En réfléchissant à qui ne pas vendre, regardez dès maintenant quels sont tous les clients qui sont les pires. Qui sont les clients qui prennent le plus de temps au service client et sont un vrai casse-tête? Ce sont souvent ceux à qui vous ne devriez pas vendre car ils ne peuvent même pas utiliser votre produit. Par exemple, au lancement de Gym Launch, nos systèmes initiaux étaient conçus pour les petites salles de sport. Et si nous vendions à une grande salle, un studio de yoga ou de bar, cela n'avait alors pas vraiment de sens. A-t-on itéré là-dessus depuis 10 ans? Oui, mais au début, vendre à ces gens était difficile. Ils étaient bruyants, chronophages et nous critiquaient. On s'est alors dit, pour être qualifié, tu dois en fait être ce type de salle de sport. Tu dois être une petite salle de sport axée fitness, n'est-ce pas? Nous avons aussi remarqué que sans au moins 3 employés, les gens échouaient faute d'aide. On a donc exigé la présence d'au moins 3 salariés. On a réalisé que nos clients ne pouvaient pas utiliser certaines fonctions sans avoir au moins 30 contacts. Par exemple, on leur proposait de contacter leurs clients pour une offre payante.
C'était notre concept phare. En faisant payer l'année d'avance, tu réinvestis ce cash en marketing pour attirer plus de clients. Sans 30 clients, l'offre était impossible. On s'est dit, OK, super. 30 clients, 3 employés, pas de dégoût, yoga, chèvre, méditation, etc. Ni coach sportif, encore moins bien noté. Ou un entraîneur personnel. Enfin, pour la qualification. Et examinons le système BANT. BANT a en fait été initié par IBM il y a environ 50 ans et il a plus ou moins résisté à l'épreuve du temps. Donc BANT signifie budget, autorité, besoin et timing. Et donc, si vous réfléchissez à ce que vous voulez qu'un prospect ait, c'est que vous voulez qu'il ait l'argent à dépenser. Vous voulez qu'il soit capable de décider et qu'il veuille commencer maintenant. Et le besoin évoqué par Léla, c'est que s'ils n'ont pas de salle de sport, ils n'ont alors pas besoin d'un lancement de salle. S'ils sont déjà au complet, ils n'ont pas besoin d'un lancement de salle de sport, sauf s'ils veulent ouvrir un autre site, n'est-ce pas? On doit donc s'assurer que le besoin correspond bien. Et quand vous qualifiez un prospect par appel ou via un formulaire, il faut poser des questions sur qui ils sont vraiment. Ensuite, quels critères de décision devons-nous connaître pour conclure la vente auprès des bons interlocuteurs? Voici une astuce très sympa pour le B2B. L'une de nos tactiques préférées pour l'outbound est en réalité ce message vocal. En gros, vous allez appeler quelqu'un et faire référence à son concurrent. Si j'appelle CrossFit 123, je mentionne leur concurrent, CrossFit 345 dans le message. Je dis « Bonjour, c'est John, je vous appelle pour CrossFit 345. Rappelez-moi dès que possible. » Et cette personne va se demander « Pourquoi m'appelle-t-il à propos du concurrent? » Ça m'intrigue vraiment. Je vais rappeler tout de suite. Exactement. C'est en fait une astuce sympa pour votre prospection sortante. Cela nous amène donc à la vente. Nous perdions du temps sur de mauvais prospects et on en manquait pour les bons. Donc, on qualifie, on externalise les rendez-vous et on planifie. Enfin, le service client. Voilà. Le service client assure les 4 R, rétention, recommandation, avis et ascension. Soit les faire racheter. À ce stade, le souci est que les nouveaux clients se sentent perdus. L'expérience change par rapport à quand il n'y avait que vous. Ils se disent « ça me manque quand c'était juste nous et quelques filles, tu vois ?» Pour l'étape suivante, vous apprenez l'intégration des clients. Voici comment ça se présente. C'est le cadre de croissance. Ici, croissance est l'acronyme. Et donc, lorsque vous intégrez quelqu'un, c'est juste une façon simple d'y penser. Le G fixe les objectifs pour définir des attentes claires. Beaucoup de choses ici vont vous sembler similaires au CLO Closer, n'est-ce pas? C'est parce que les humains réagissent toujours pareil face au changement. Au début, il fallait les amener à changer pour acheter, mais maintenant, il faut les faire continuer pour agir. Exactement. On établit des attentes claires, leurs objectifs et ce qu'ils veulent accomplir. Ensuite, on alloue du temps. On crée des parcours personnalisés selon l'objectif. Voici comment y parvenir. Optimisons ensuite l'expérience initiale. Assurer un bon départ avec des succès rapides pour une valeur immédiate. L'objectif est d'atteindre ce point d'activation le plus vite possible. Et donc tout. L'onboarding est vraiment un processus simplifié ou fluidifié pour atteindre l'activation aussi vite que possible. Ensuite, pour l'intégration au flux de travail, cela semble orienté B2B, mais du point de vue du consommateur, il s'agit de réfléchir à l'intégration dans leur vie. Pour une entreprise, comment s'intégrer dans leurs opérations quotidiennes, car on ne veut pas leur ajouter de tâches supplémentaires. C'est plutôt comment m'intégrer sans friction, sans qu'il n'ait rien à changer pour utiliser mon offre. Puis, on assure le suivi et le feedback. Créer des boucles pour surveiller, reconnaître, récompenser et relayer. Fixer la fréquence de communication. Puis, BAMFES, en fixant chaque rendez-vous lors du précédent. Dites « fin de l'appel d'intégration ». On se reparle bientôt. En cas de souci, contactez X, Y ou Z ou joignez-moi ici. C'est l'étape finale. Le support continue. Vous passez à un accompagnement long terme pour construire la relation après le succès et indiquer l'heure où poser leurs questions. C'est pourquoi les gens se perdent souvent, nos nouveaux clients pareils. Avant, votre numéro de portable suffisait, mais pour la suite, utilisez notre chat ou accédez à notre portail pour nous envoyer un message. Nos réponses prennent moins de 5 minutes. Nous avons 3 représentants, vous savez, Suzy, Sandy et Sarika. Et donc, elles vont s'occuper de vous et elles sont au courant de ce qui se passe dans votre entreprise. Voilà l'accord. Imaginez la différence. Après une vente, le client ne reçoit même pas d'email. Il ne sait pas ce qui se passe par opposition à « Hey, voici votre objectif. Voici les étapes que vous devez suivre. Voici d'abord comment nous limiterons vos coûts au quotidien. Nous établirons un suivi régulier pour que vous sachiez quand attendre de nos nouvelles. Désormais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter selon ce rythme. Le RDV est fixé. Avec ça, on se sent plutôt bien. Je saisis la situation. Il semble sérieux.
Elles semblent bien gérer leurs affaires. Et ça, c'est une bonne expérience d'intégration. Alors, chez Stabilize, ils étaient perdus et nous avons appris à intégrer les clients de la bonne manière. Passons maintenant à iTizzle. Voyez comment vous collectez, stockez, analysez et affichez vos données. Votre contrainte actuelle est que vous payez pour de nombreux outils que vous n'utilisez pas vraiment. Pour passer à l'étape suivante, déterminez lesquels vous servent réellement. Pour ces plateformes, prolongez vos essais gratuits via des crédits ou des réductions si possible, puis supprimez simplement toutes les autres. Et vous voulez donc construire un pipeline de vente basique. Et donc, à ce stade, il se peut que ce soit un peu rafistolé, mais c'est pas grave. Nous allons tout organiser à une étape ultérieure. Donc, un pipeline de vente basique. À quoi ça ressemble? Par exemple, nous mettons ceci ici. Nous avons la conversion, inscription, RDV, présence, offre, conclusion, recette et désistement. Pipeline basique. Voilà le truc. C'est votre point de départ. Impossible de progresser sans savoir où vous en êtes. Suivez donc vos données avec un logiciel adapté pour ces indicateurs clés. Peut-on en ajouter et cela dépendra-t-il de votre type d'entreprise? Oui. C'est une base pour comprendre par où commencer. On a ajouté un descripteur et un indicateur pour voir comment faire. Quel indicateur recherchez-vous réellement? Lorsqu'il s'agit des inscriptions, présence ou offres, commencez ici et itérez à partir de là. Cela couvre vraiment l'essentiel à ce stade. Triez vos outils, éliminez l'inutile et développez l'essentiel. Assurez-vous d'avoir un pipeline de vente où vous suivez vos indicateurs clés. Ce qui nous amène au recrutement. Voilà. Le recrutement consiste à trouver et embaucher des personnes formables. Au stade de stabilisation, le troisième niveau, vous manquez de candidatures de qualité ou peinez à trouver rapidement de nouveaux talents. Pour la suite, apprenez à rédiger une description de poste et à trier les CV. Vous pouvez consulter la SOP disponible sous cette vidéo. Pour les descriptions de poste, elles fonctionnent comme les annonces. Vous voulez écrire une accroche ou un titre, c'est la toute première phrase à traiter. Leur emploi de rêve, ainsi que les façons dont nous voyons ce poste différemment. Alors, pourquoi devraient-ils postuler ici et non pour le poste ABC de l'autre côté de la rue? Ensuite, retenez-les dans l'annonce, exactement comme pour une publicité. Maintenant que vous avez leur attention, expliquez l'importance de vos valeurs, définissez-les et montrez comment elles se traduisent concrètement sur le quotidien du poste. Ensuite, nous passons à la phase d'éducation. Vous les informez sur les principales missions liées à ce poste. Ce sont leurs activités. Quelles sont les 3 missions principales qu'ils auront et comment cela impacte-t-il la croissance de la société? Enfin, rassurez-les sur ce qu'ils y gagnent pour qu'ils se disent « D'accord, je comprends bien ce que vous proposez. Je vous écoute, je vois le topo, qu'est-ce que j'en retire et eux, ils touchent combien? Quels sont les avantages? Quels sont, par exemple, les congés payés? Y a-t-il un excellent environnement de travail? Avez-vous déjà remporté un prix comme celui du meilleur employeur? En suivant simplement cette structure et notre procédure opérationnelle standard, vous recevrez beaucoup plus de candidatures. Souvent, quand Léla et moi intervenons pour un poste difficile à pourvoir dans notre portefeuille, nous demandons simplement à voir la description du poste. Et ensuite, je vois Léla faire ça plus souvent que moi. Elle va simplement changer le titre, la façon dont c'est décrit, la première phrase, et littéralement du jour au lendemain, il passe de 10 candidats par semaine à environ 30 par jour. Et donc, la différence est énorme. Ce n'est pas comme si tu n'allais pas doubler. Parfois, tu peux obtenir un effet multiplié par 30 si tu sais ce que tu fais. C'est une publicité, d'où le nom d'annonce d'emploi, pas juste une série d'épreuves horribles. Sinon, c'est sûr, personne ne postulera. C'est comme ça que ça marche. Donc, au début, tu n'as qu'un tunnel pour obtenir des clients, mais maintenant, tu développes un tunnel interne pour attirer des talents. L'étape suivante consiste à examiner les candidatures reçues. Il faut faire le tri des CV car souviens-toi, on manquait de profils qualifiés et le processus prenait beaucoup trop de temps. Eh bien, une fois qu'on apprend à rédiger l'offre d'emploi ou la description de poste, on va en recevoir beaucoup plus. Mais maintenant, il faut quand même trier tout ça. Une SOP est disponible ci-dessous. Consulte-la. L'essentiel est de définir tes objectifs. Quels sont tes succès passés? Ont-ils des données concrètes pour prouver qu'ils l'ont réellement fait et pas seulement des affirmations? C'est bien ça? Quelle est l'expérience pertinente? Par exemple, en quoi cela est-il lié à l'entreprise actuelle et à leur poste spécifique? Et quelles sont les compétences transférables ainsi que celles qui ne le sont pas? C'est bien ça? Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qu'on recherche. Ensuite, qu'est-ce qu'on ne veut pas? Vraiment? L'expérience inutile? Trop d'expérience? Manque-t-il d'expérience ou de compétences pour le poste? Enfin, à titre de référence, vous devriez viser un taux de réussite de 20% lors de l'entretien de présélection. Donc, pour 100 candidatures, vous devriez en avoir environ 20 qui passent la présélection.
Si vous ne retiendriez aucun candidat, votre fiche de poste est sans doute à corriger. Ainsi, cette mesure évalue à la fois la qualité de votre description de poste en fonction du nombre de candidats que vous faites passer et l'efficacité de votre processus de sélection des CV. C'est donc la combinaison de ces deux éléments. Un point à noter à ce stade, beaucoup de gens recrutent quelqu'un avec une expérience inadaptée ou bien trop d'expérience. Souvent, on embauche des gens peu expérimentés qui ne maîtrisent pas le poste, mais une fiche de poste bien faite peut aussi attirer des candidats qui sont en réalité surqualifiés. Vous finissez par embaucher quelqu'un qui serait au niveau 7 selon le plan de la boîte. Et ayant travaillé à ce niveau, elle apporte les pratiques du niveau 7 dans une entreprise de niveau 3, ce qui peut poser problème. Il existe donc un risque d'avoir trop d'expérience car on peut importer des habitudes de grands groupes dans une petite structure. C'est contre-productif. Nous vérifions donc que le profil possède l'expérience requise pour vous accompagner dans votre croissance actuelle et celle des 12 à 18 prochains mois. Au-delà de cela, ne vous en préoccupez pas vraiment aujourd'hui. Voilà. Et cela conclut donc notre étape de recrutement à la troisième phase. Pas de bons candidats ou c'est trop long. Apprenez donc à rédiger l'offre et à trier les CV. À l'étape de stabilisation, vous venez d'obtenir vos 1 à 4 premiers membres. Les personnes clés pour votre équipe d'origine, vous passez de prestataire à une équipe interne. Vous pouvez en garder certains, mais tout le problème, c'est que vous avez besoin d'aide. Et l'une des choses que les gens ignorent, c'est que au tout début, ce noyau de première équipe, ces premiers recrutements, fixent le niveau d'exigence, ils instaurent la culture de ce que vous allez créer. Et au début, bien sûr, vous allez simplement solliciter vos amis et votre famille. Et les gens vont dire « Hey, tu veux bosser un peu avec moi à côté ?» Mais si vous donnez la mauvaise direction, pour cette équipe, dans cette culture, ça peut poser de gros soucis une fois votre taille triplée ou quadruplée. Et ensuite, vous devrez tout défaire et recommencer. Donc, si vous souhaitez obtenir de l'aide pour passer au niveau supérieur ici, et développer vos ventes, développer votre marketing, développer votre capacité à fournir des clients de façon régulière. Ainsi, vous pouvez avoir un produit fiable que les gens trouvent vraiment précieux, avec une très bonne marge dans lequel vous pouvez réinvestir pour accélérer la croissance. Alors, vous devriez venir découvrir l'un de nos ateliers de scaling. Si vous tombez sur cette vidéo sans feuille de route de scaling, commencez par là. Cliquez sous la vidéo pour obtenir la vôtre. Elle situera votre progression, l'étape franchie et la suite à suivre selon des indicateurs clés. Si vous souhaitez que nous adaptions ces solutions à votre entreprise et à votre secteur dès maintenant, nous serions ravis de le faire. Si cela vous intéresse, quelque part en haut de cette page, il y a probablement un bouton qui dit quelque chose comme « Atelier ». Si vous cliquez dessus, vous pouvez postuler et voir si vous êtes éligible. Donc, c'est intéressant. Cliquez là, sinon profitez du reste de la vidéo. Et ensuite, boum, on passe aux ressources humaines. Alors, les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est vous protéger des employés et des régulateurs, n'est-ce pas? La contrainte, c'est que vous ne retenez pas les taxes ou les frais des employés, d'accord? C'est là où beaucoup de gens en sont. Donc, pour l'étape suivante, prenez un prestataire de paie afin de gérer tous les taxes et frais par État et y intégrer votre équipe, d'accord? À quoi cela ressemble-t-il? Les prestataires de paie se trouvent facilement. Il y a des leaders comme ADP, Gusto et Paychex. Gusto est fait pour les petites entreprises, c'est donc un bon point de départ. ADP et Paychex sont des acteurs majeurs du secteur. Je ne vais ni recommander ni déconseiller l'un ou l'autre. Preuve que je suis technophile, je gérais moi-même toute la paie de mon entreprise par téléphone avant d'être enfin épaulé. Pas besoin d'être expert pour mettre en place ces outils grâce aux nombreuses solutions simples. L'essentiel est de rester en conformité et de bien faire les choses pour éviter que des problèmes ne vous retombent dessus. Comme évoqué, vous risquez des poursuites pour erreur fiscale ou pour ne pas avoir déclaré vos employés dans leurs états respectifs. C'est un point crucial à traiter, surtout en télétravail. Si toute votre équipe réside dans un seul État, la gestion reste simple. En revanche, avec des employés répartis partout, vous devez impérativement des taxes à chacun de ces différents États. Et un prestataire de paie paiera ces taxes aux États pour vous. Voilà. La finance, c'est comment vous gérez votre argent et le déclarer. Le souci est que les gens sont payés au noir. Vous oubliez de payer des factures. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Les clients sont mal facturés. On se dit « Tiens, je croyais qu'il avait payé, mais rien n'apparaît. Ni moi, où est-elle? On l'a reçue celle-là? C'est pas... » Exactement. Avec plus de volume, tout finit par casser. Pour progresser, il faut donc instaurer le traitement de la paie évoqué. C'est ça, parce que cela dépend de la façon dont vous voulez le délimiter. Par exemple, est-ce une fonction financière ou une fonction RH? On a une comptabilité de base. On gère les factures, les paiements, donc clients et fournisseurs. AR, ce sont les clients. Créances. Argent dû par les clients. Dette, ce que vous devez aux fournisseurs.
Si vous payez en retard, les gens refusent de travailler. Vous dites « Je croyais t'avoir payé », ils répondent « Non ». Et là, vous réalisez qu'il vous manque un élément essentiel pour votre service. Et ils répondent alors « Tant pis, tu ne m'as pas payé ». Donc, ces interruptions d'activité arrivent parce que vous n'avez aucun processus financier formel. Voilà à quoi cela ressemble. Et donc, les processus de facturation s'assurent que tous les contrats clients sont bien saisis. Nous avons perdu bien plus que 3 millions de dollars ici. Mais nous avons perdu tellement d'argent ici en ce qui concerne le fait de s'assurer que les contrats sont correctement remplis. Le processus de recouvrement, donc même s'ils sont correctement remplis, mais que le client ne les paie pas, il faut savoir combien de refus de paiement nous avons. Avons-nous des impayés? Il nous faut quelqu'un pour gérer ça et s'assurer que les clients paient à temps. Ils vous adorent sûrement autant que vous, mais ils aiment aussi leur argent et préféreraient obtenir le service gratuitement sans suivi de votre part. Vous voulez mettre de l'argent de côté pour les factures fixes et récurrentes. Mettez de côté vos frais fixes, comme le loyer ou vos logiciels clés. Si vous travaillez en ligne, ces outils sont votre loyer. Financez-les en premier. La dernière étape est de créer un processus. Une adresse email peut suffire pour vos factures entrantes, comme compte fournisseur sur votre entreprise, comme comptabilité ou finance. Et votreentreprise.com. De cette façon, vous avez un endroit où vous pouvez dire « OK, en pleine réunion, envoyez l'email ici » et vous vous en débarrassez. Ensuite, vous regrouperez ce travail plus tard et vous assurerez que tout soit fait. Pour la finance, on a commencé par des paiements informels, comme prendre un gestionnaire de paie ou oublier des factures. Donc, vous mettez en place un service AP, donc compte fournisseur, puis les clients ne sont pas facturés correctement. Vous instaurez un service AR, la comptabilité client et le recouvrement. Et je vais vous donner un petit conseil à ce sujet. J'ai tendance à toujours être en retard sur les recouvrements dans toutes les entreprises que je possède. Il y a peu de postes dans ce monde qui s'amortissent plus vite que celui du recouvrement. On perd 50 000 $ par mois. Embaucher quelqu'un pour les récupérer coûte bien moins cher. Donc, ça vaut le coup de le faire. Le point essentiel à retenir ici, c'est que votre contrainte principale en ce moment est que votre charge de travail dépasse vos ressources. Il vous faut donc de l'aide pour passer à l'étape suivante. C'est tout. C'est pour ça qu'on embauche nos premières personnes. Et là, on avance à fond. Et donc, on a franchi la troisième étape, celle de 1 à 4 employés. Et le prochain niveau que nous allons atteindre, c'est de 5 à 9, où nous allons prioriser. À ce stade, vous êtes un chef d'entreprise. Très bien. Vous gérez une entreprise, du chiffre d'affaires et des employés. Si vous n'avez pas de plan de croissance personnalisé, nous vous en offrons un gratuitement. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour l'obtenir. Donc, c'est un téléchargement personnalisé sur lequel nous travaillons, contenant beaucoup plus de contenu. Plus complet que cette vidéo pour progresser, nous vous montrons les étapes avant et après. Comme ça, c'est un peu comme si on se disait « D'accord, j'ai tout coché, j'ai mon étape actuelle et je peux me préparer à la croissance ou au défi de ma prochaine phase de développement. » Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo.